Du Viagra pour les bébés, le chaos cérébral au moment de la ménopause, ou encore de nouvelles solutions pour traiter l'endométriose, on parle de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être reçue à Lille, au Centre de recherche neurosciences et cognition, par le docteur Paolo Giacobini et le docteur Vincent Prévost, qui sont tous les deux chercheurs en neurosciences à l'INSERM. Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de la série passionnante sur la conversation entre le cerveau et les ovaires. Dans le premier épisode, on vous a embarqué à la découverte de cette conversation entre le cerveau et les ovaires qui orchestrent le cycle menstruel. Dans le deuxième épisode, on s'est attaqué au SOPK, au syndrome des ovaires polykystiques, et on a parlé d'une facette qu'on évoque assez peu encore aujourd'hui, ce fameux dysfonctionnement au niveau cérébral. Aujourd'hui, pour clore cette série en beauté, on va parler du rôle des neurones à GNRH au-delà de la reproduction. Je m'appelle Alix, je suis la fondatrice de Magic Ovaries et instructrice en symptothermie. À travers mes accompagnements privés et cette chaîne YouTube, je vous aide à mieux comprendre votre corps et votre fertilité. Le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de vous y abonner. Merci pour votre follow et bon visionnage. Les neurones à GNRH, en plus de jouer un rôle dans la fonction de reproduction, vont pouvoir aussi jouer un rôle dans les fonctions cognitives. Si on perd l'activité de ces neurones à GNRH pendant notre vie, eh bien, ça va entraîner des troubles cognitifs. Et on a découvert ça, encore une fois, chez un modèle de souris, modèle de souris trisomique, où on a vu que ces neurones à GNRH migraient normalement dans le cerveau, commençaient à fonctionner, et à la mini-puberté, il y a un interrupteur qui est actionné, qui va changer le contrôle de l'expression de la GNRH. Et si cet interrupteur n'est pas bien actionné, eh bien le neurone, plus tard dans la vie, va perdre la capacité à synthétiser cette GNRH, à produire cette GNRH. La maturation du système AGNRH pendant le développement postnatal vise à intégrer le neurone AGNRH dans tous ces circuits neuronaux qui vont justement les informer de l'état énergétique de l'organisme, mais aussi des rythmes jour-nuit et de l'état de stress de l'individu, en plus d'autres choses. Pendant le développement postnatal, en fait, il y a le cerveau qui va s'activer, on pense, d'abord. Donc ces neurones à GNRH vont s'activer et vont commencer ce dialogue avec les gonades. Et cette communication va arriver dès la deuxième semaine de vie chez tous les mammifères. Et ça va donner naissance à ce qu'on appelle la mini-puberté, qui, chez la petite fille et le petit garçon, a son apogée à 1 à 3 mois d'âge après la naissance. Et cette mini-puberté va être en fait la première activation des gonades par le cerveau et la première stimulation de la synthèse de ces stéroïdes gonadiques qui vont exercer, comme je vous ai dit, une rétroaction sur l'ensemble de l'organisme, sur toutes les cellules qui expriment le récepteur, c'est-à-dire la serrure pour ces hormones. Et ça va donner comme information à l'organisme qu'on a fini une partie du développement et on va en commencer une autre. Et on pense que la mini-puberté, justement, pourrait jouer un rôle fondamental dans le neurodéveloppement dans l'enfant. Et après, il va y avoir une pause chez l'humain de 8 ans, où le système va s'endormir à nouveau. Et ce système va se réactiver un peu avant la puberté. Et cette réactivation du cerveau va entraîner justement la croissance des gonades. Donc les testicules, par exemple, chez le petit garçon, vont se mettre à grossir, induire la spermatogénèse. Et chez la petite fille, eh bien, les premiers poules de follicules vont croître grâce à l'action, à ce dialogue bidirectionnel entre le cerveau et l'ovaire. Il y a quelques études qui suggèrent que chez le garçon et la petite fille, justement, l'absence de mini-puberté pourrait avoir des conséquences sur la fertilité des individus plus tard dans la vie. Donc, soit l'absence de mini-puberté, soit au contraire, il y a certains enfants qui ont au contraire une mini-puberté exacerbée, c'est-à-dire plus prononcée. Et ça, c'est le cas notamment chez les enfants qui naissent prématurés. Par exemple, une petite fille qui va naître prématurée,
eh bien, les taux de gonadotrophine circulante, il y en a une qui s'appelle la FSH, eh bien, vont être 200 fois plus élevés que chez la petite fille née à terme. Et on sait que les enfants qui naissent prématurés ont plus de risques de développer plus tard dans la vie des maladies de la fertilité, mais aussi des comorbidités telles que des troubles de l'apprentissage, et aussi peut-être des troubles métaboliques. Là, on a une étude, un projet européen justement, qui est en train d'essayer de voir si cette augmentation du risque de développer ce qu'on appelle ces maladies non communicables, parce qu'on ne peut pas se la transmettre l'un à l'autre comme un virus, ça apparaît à cause de certains phénomènes qui surviennent soit pendant la vie fœtale, soit après la naissance. Eh bien, on est en train de voir si cette mini-puberté exacerbée chez les enfants prématurés est réellement associée ou non à ces comorbidités mentales et non mentales, et de fertilité et autres. Donc là, on a la chance d'avoir des modèles qu'on appelle précliniques, on travaille chez la souris, et on a réussi à mettre au point un modèle de naissance prématurée chez la souris, et ce modèle a été mis au point par ma collègue Constantina Chachlaki, qui coordonne avec moi ce projet européen. Et du coup, là, grâce à ces modèles murins, eh bien, on peut vraiment disséquer les mécanismes en jeu et le lien de cause à effet. Et en parallèle, on fait ce qu'on appelle de la recherche translationnelle. Donc en parallèle, on étudie la mini-puberté dans une cohorte d'enfants nés prématurés, ici notamment à Jeanne de Flandre, mais aussi une autre cohorte qui est faite à l'hôpital d'Athènes pour les enfants. Et on regarde, on essaye de voir le parallèle entre l'intensité de cette mini-puberté chez ces enfants nés prématurés et des altérations neurocognitives et ou de métabolisme et ou de certains paramètres de fertilité, même si à cet âge-là, donc c'est entre la naissance et 2 ans d'âge, donc à 2 ans, il y a très peu de paramètres sur la fertilité, hormis l'amplitude de la mini-puberté qu'on peut mesurer. Et chez la souris, on a découvert, grâce aux souris, on a découvert que ce qui contrôlait en fait l'amplitude de la mini-puberté et ce qui manquerait peut-être chez l'enfant né prématuré, c'est des neurones qui sont autour des neurones à GnRH qui vont synthétiser un neurotransmetteur tout à fait particulier qui, dans l'air, est sous forme de gaz. Bon, dans le cerveau, il n'est pas sous forme de gaz, c'est le monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote va inhiber, au moment de la mini-puberté, les neurones à GnRH et donc éviter qu'ils s'emballent trop. Et quand, chez la souris, quand l'enzyme, la protéine qui produit ce monoxyde d'azote est mutée, eh bien, on mime ce qu'on a chez les enfants nés prématurés, c'est-à-dire une mini-puberté exacerbée. Et ce qui est tout à fait drôle, et ça on l'a découvert grâce aux interactions qu'on a avec les cliniciens ici sur le site du CHU, c'est que ce monoxyde d'azote est un traitement qui est donné chez l'enfant qui est né prématuré pour lui sauver la vie, pour lui ouvrir les voies respiratoires à la naissance. Et du coup, là, dans notre cohorte de bébés, on va avoir des bébés qui vont être qui sont traités ou non à la naissance avec du monoxyde d'azote pour leur sauver la vie. Et après, il y a certains bébés qui nécessitent un traitement prolongé au monoxyde d'azote. Donc ce traitement au monoxyde d'azote est donné de manière inhalée avec un masque. Donc c'est assez compliqué de faire ça au-delà de 48 heures après la naissance. Et du coup, les enfants qui ont encore besoin de ce monoxyde d'azote, eh bien, ce qu'on va leur donner, c'est du Viagra. En fait, le Viagra, c'est une molécule qu'on connaît tous qui empêche le signal donné par le monoxyde d'azote de s'éteindre trop rapidement. Donc, on va prolonger l'effet du monoxyde d'azote endogène chez l'enfant grâce à ce Viagra. Et ça, on peut donner ce traitement jusqu'à 1 à 3 mois après la naissance. Et donc là, on regarde chez ces enfants qui reçoivent ce type de traitement ou pas, s'il y a des différences dans les performances
hormonales ou cognitives, etc. Sachant que chez la souris, donc on a fait cette expérience chez les souriceaux qui sont mutés pour ce gène qui produit le monoxyde d'azote, de la protéine qui produit le monoxyde d'azote, on les a mis en couveuse. On a fait comme ce qu'on fait chez les bébés. On a utilisé les doses utilisées chez les bébés, les mêmes bouteilles que celles utilisées chez les bébés, et on les a mis en couveuse et on les a traités avec du monoxyde d'azote pendant la petite enfance, avant le sevrage. Et on a découvert, parce que ces souris, en plus d'avoir une mini-puberté exacerbée, ont aussi des troubles de fertilité à l'âge adulte et des troubles cognitifs. Et si on les traite au NO seulement pendant les 3 premières semaines de vie, eh bien, alors que aucune cellule de l'organisme ne produit ce monoxyde d'azote plus tard dans la vie, eh bien, on restaure les fonctions de fertilité et de cognition chez ces souris pour toute la vie. Donc du coup, c'est ça qui nous a fait aller regarder ce qui se passait chez l'enfant, parce qu'on pense que ce traitement pourrait vraiment améliorer la vie de ces enfants nés prématurés. On a découvert en fait que les neurones HNRH, en plus de se projeter vers les régions qui vont contrôler, permettre aux neurones de relarguer la neuromone dans le sang, se projettent aussi dans le cortex et l'hippocampe, donc les régions cérébrales qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs, et que dans ces régions-là, il y a aussi des neurones qui expriment le récepteur de la GnRH, comme les cellules de l'hypophyse, et que la GnRH joue un rôle fondamental pour l'activité de ces cellules, et que si on perd la GnRH, bien ces cellules ne fonctionnent pas correctement, et il y a une perte cognitive chez l'animal. Et si au contraire, du coup, chez ces animaux qui ont développé un déclin cognitif, si on leur pose une pompe à GnRH dans le dos, qui va restaurer un rythme endogène pulsatile de sécrétion de GnRH, eh bien, on restaure des niveaux cognitifs de souris sauvages, c'est-à-dire de leurs frères et sœurs qui n'ont pas de trisomie. Et étant donné que ce traitement pulsatile à la GnRH est utilisé pour le traitement de la fertilité depuis plus de 40 ans, depuis 1982 chez l'être humain, notamment des personnes qui ont un hypogonadisme hypogonadotrope, donc c'est des gens chez qui les neurones à GnRH, soit ils ne migrent pas, soit la GnRH, le neurone ne s'active jamais. Et du coup, ces gens-là, quand ils ont un projet d'enfant, ils vont consulter en clinique. Et que ce soit un homme ou une femme, on leur met une pompe à GnRH. Et au bout de quelques mois, ils vont être capables de produire des spermatozoïdes ou des ovocytes, ovuler et porter une grossesse. Et étant donné que c'est utilisé depuis plus de 40 ans et que c'est sûr comme traitement, eh bien on a pu, avec une collègue en Suisse, le professeur Pitelou, on a pu transférer directement les recherches qu'on avait et les résultats qu'on avait eus chez la souris chez les personnes porteuses de trisomie 21. Et on a fait un essai pilote sur 7 personnes porteuses de trisomie 21 à Lausanne, qu'on a traité pendant 6 mois avec des pompes à GnRH. Et là, on a eu des résultats tout à fait incroyables. En 6 mois, les 7 personnes qui ont reçu ce traitement ont augmenté leur performance cognitive de 20%. Donc là, c'est super intéressant, c'est bien, mais ça peut être un effet placebo, parce que comme c'était une étude pilote, à la fois les personnes et les médecins savaient qu'ils allaient recevoir un traitement, donc ça pouvait être cet effet-là. Mais ce qu'on a vu aussi, et ce qui nous convainc que peut-être que c'est vraiment effectif, c'est on a réalisé une imagerie cérébrale chez ces personnes, et notamment on a utilisé de l'IRM fonctionnel au repos qui permet de mesurer l'activité de réseaux de neurones dans le cerveau. Donc les neurones qui sont de certains réseaux qui sont actifs en même temps vont s'allumer en même temps dans cet IRM. Et il est connu chez les personnes porteuses de trisomie 21 que certains réseaux corticaux sont endormis en fait, ils ne sont pas actifs. Et bien là, les 6 mois de traitement à la GnRH ont multiplié par 5 l'intensité de la connectivité fonctionnelle dans ces réseaux neuronaux corticaux. Et ça, les neuroradiologues n'avaient
jamais vu ça de leur carrière, qu'un traitement puisse en si peu de temps changer si profondément la connectivité fonctionnelle de certains circuits. Donc du coup, là, ça nous fait penser que c'était un vrai effet que l'on a mesuré, mais maintenant, voilà, il faut confirmer ça scientifiquement. Donc, et là, on a pu, grâce à cette étude pilote, on a pu savoir que pour prouver définitivement que la GNRH avait cette fonction sur la cognition ou pas, il fallait refaire l'expérience sur 60 patients, un essai clinique sur 60 patients, dont la moitié recevrait un placebo, c'est-à-dire une pompe à GNRH avec vide, on va dire, et la moitié avec de la GNRH. Et voilà. Donc là, l'essai a commencé au printemps. On devrait avoir les résultats dans 2 ans. Il y a des phénomènes troublants, notamment le phénomène de la ménopause et de la transition de la ménopause. Il est bien documenté que les femmes qui sont dans cette transition de la ménopause et en début de ménopause se plaignent d'altérations cognitives. Et donc là, il y a une étude, par exemple, qui a été réalisée aux États-Unis sur 2000 femmes, où ils ont suivi les femmes avant la ménopause, pendant cette transition, juste après, et malheureusement 2 ans après. Et ils ont vu, ils ont vraiment noté cette assez forte perte cognitive pendant cette période de transition. Bien heureusement, après cette transition, les femmes récupèrent leur performance cognitive d'avant, mais malheureusement, c'est très bête, ils ont regardé à 2 ans de distance, donc ils ont revu les volontaires qui faisaient partie de cet essai 2 ans après la ménopause, et quand ils comparent les performances cognitives des femmes 2 ans après la ménopause à avant, eh bien il y a une perte cognitive quand même. La ménopause, c'est quoi? C'est l'absence de croissance de follicules ovariens, parce que le pool s'est épuisé, et du coup, absence de sécrétion d'œstrogène. Et du coup, ce signal qui va inhiber, préserver l'activité des neurones à GNRH à 90% du temps pendant le cycle menstruel n'est plus là. Et du coup, les neurones à GNRH vont se mettre à être actifs de manière effrénée, puisqu'il n'y a plus aucune inhibition, pendant 20, 30, 40 ans, jusqu'au décès de la personne. Et du coup, ça va, déjà, ça va déstabiliser l'homéostasie, enfin l'équilibre du cerveau. Et en plus, on sait que sur 5 personnes qui vont développer la maladie d'Alzheimer, 3 sont des femmes. Donc il y a certains qui pensent qu'être une femme ménopausée est un facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et il se peut que, comme les neurones à GNRH sont hyperactifs, puisqu'ils sont plus inhibés par les œstrogènes, et bien qu'ils soient plus assujettis, sensibles aux insultes qui pourraient provenir de l'environnement, du corps, etc. Et du coup plus fragiles, et du coup être plus susceptibles d'avoir des altérations de leur fonction, et du coup d'avoir une activité moindre, et peut-être, et ça pourrait favoriser l'apparition peut-être de la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Un des traitements du cancer de la prostate, c'est de donner des agonistes ou des antagonistes de la GNRH pour supprimer l'axe de la reproduction, pour inhiber totalement la production de testostérone. Or, ce traitement des personnes avec un cancer de la prostate avec ces agonistes de la GNRH, eh bien, ça va entraîner une perte cognitive chez ces personnes-là et augmenter le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et c'est pareil, c'est un traitement aussi qui est donné aux femmes qui sont porteuses d'endométriose. Un des rares traitements de l'endométriose, c'est justement aussi de supprimer cet axe pour éviter ces variations hormonales qui font exploser les cellules un peu partout dans le corps des femmes, et ce qui est très douloureux. Et pareil,
le traitement aux agonistes ou antagonistes de la GnRH induit une perte cognitive chez ces personnes et augmente aussi le risque de la maladie de développer la maladie d'Alzheimer. Donc il est urgent de trouver des alternatives et justement là il y a un plan de recherche 2030 qui a été lancé sur la santé des couples et par le président de la République, un axe fertilité et un axe endométriose. Et donc Paolo va travailler sur l'axe fertilité et nous on va essayer de travailler sur l'axe endométriose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, laissez un petit commentaire sous celle-ci et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.